Le soleil de midi tombait sur le désert d'Arizona comme du métal en fusion. Au milieu de ce vide brûlant, près d'un cactus desséché, gisait une femme apache. Ses jambes ne répondaient plus, son visage portait les traces de la souffrance. Elle s'appelait Sang, et son propre peuple l'avait abandonnée pour mourir. 3 jours plus tôt, la tribu avait levé le camp. Le chaman avait déclaré que les esprits ne la protégeaient plus depuis la bataille contre les soldats bleus. Une balle lui avait brisé la colonne vertébrale, depuis, elle était devenue un fardeau. Dans le désert, les faibles ne survivent pas. C'était la loi. Sang ne pleura pas en voyant disparaître les dernières silhouettes de son clan. Elle savait que les larmes ne changent pas le destin. À côté d'elle, ils avaient laissé une gourde à moitié vide et un couteau. Elle comprenait ce que cela signifiait, une seule issue, la sortie honorable. Mais Sang n'était pas prête à l'emprunter. Pas encore. Les vautours commençaient déjà à tourner au-dessus d'elle. Elle les observait avec un mélange de mépris et de résignation. « Pas encore, mes frères noirs », murmura-t-elle dans sa langue. « Je respire encore. » Le deuxième jour, la soif devint insupportable. Chaque goutte d'eau était pour elle un trésor liquide. Ses lèvres se fendirent, sa langue enfla. Les hallucinations arrivèrent. Elle revoyait sa mère tressant ses cheveux, son frère poursuivant des lapins, la jeune guerrière qu'elle avait été. Dans ses visions, elle courait librement dans les montagnes, son arc bandé, ses jambes puissantes comme celles d'un cerf. Puis elle se réveillait, et la réalité la frappait de plein fouet. Elle était paralysée, abandonnée, mourante. Ironie cruelle, Sang avait été l'une des meilleures pisteuses de sa tribu. Elle savait suivre l'empreinte d'un lapin sur la pierre, lire le ciel comme d'autres lisent les traces. Désormais, elle ne pouvait même plus se lever. Le 3e jour arriva, chargé d'un silence étrange. Même le vent semblait s'être arrêté. La gourde était vide. Sang prit le couteau entre ses doigts tremblants. La lame scintillait sous le soleil impitoyable. Elle savait où frapper. Elle avait vu mourir assez de guerriers pour le savoir. Les yeux fermés, elle commença à chanter le chant de mort que sa grand-mère lui avait appris, un hymne aux braves qui choisissent leur propre fin. Sa voix, rauque et sèche, portait une beauté grave, pleine de mélancolie. Soudain, un son lointain interrompit le chant. Au début, elle crut à une hallucination. Mais les bruits se précisèrent, des sabots de chevaux, plusieurs. Elle ouvrit les yeux. À l'horizon, une nuée de poussière s'élevait. 6 cavaliers apparurent à travers la chaleur tremblante du désert. Des hommes blancs. Des cow-boys. Sang serra le couteau. Mieux valait mourir de sa propre main que subir ce que ces hommes pouvaient lui infliger. Les récits de ce qu'il faisait aux femmes apaches coulaient comme du poison dans la mémoire de son peuple. Les chevaux s'arrêtèrent, formant un demi-cercle autour d'elle. Les hommes la fixaient, certains avec curiosité, d'autres avec mépris, un seul avec pitié. Sang leur rendit leur regard, fière malgré la poussière et la fatigue. Elle ne supplierait pas. Elle était apache. Que avons-nous là ? Lança l'un d'eux en crachant à terre. Une indienne estropiée. Laissons-la, dit un autre en ricanant. Elle ne peut même pas marcher. Un troisième, resté silencieux, prit enfin la parole. Sa voix était grave, calme, différente. Elle est blessée. Et seule. Flint, il y a des milliers d'Indiens blessés. Tu veux tous les ramasser ? Se moqua le premier. L'homme nommé Flint descendit lentement de cheval. Grand, le visage tanné par le soleil, il avait des yeux couleur d'orage. Il s'approcha à pas mesurés. Sang leva le couteau, prêt à se défendre. Doucement, dit-il en s'arrêtant à distance. Puis, tourné vers les autres. Elle est à moi maintenant. L'apache que personne ne voulait. Un silence lourd suivit. À toi ? Rit un certain Dutch. Tu es fou, Flint. Cette femme ne vaut rien. Je n'ai pas demandé ton avis, répondit Flint sans détourner le regard. Sang resta immobile, observant cet homme étrange. Il n'y avait dans ses yeux ni désir, ni cruauté. Seulement quelque chose qu'elle n'arrivait pas à nommer. Flint, sois raisonnable, dit un jeune cow-boy. Nous devons retrouver le bétail du ranch Henderson, pas sauver une infirme. Alors partez, répondit Flint. Moi, je reste. Les hommes échangèrent un regard. Ils connaissaient Flint, obstiné, rapide au revolver et toujours fidèle à ses décisions.
Très bien, fit Dutch en crachant à terre. Ton choix, ta folie. Ils repartirent dans un nuage de poussière. Flint s'agenouilla devant Sam, gardant ses mains bien visibles. « Je ne te ferai pas de mal, dit-il doucement. » Elle ne répondit pas, mais ses doigts blanchirent autour du couteau. « Écoute, tu peux rester ici et mourir, ou venir avec moi. À toi de décider. J'ai de l'eau, de la nourriture et un toit. » Sam hésita. Le soleil déclinait, la chaleur restait suffocante. Sa gourde était vide, ses forces épuisées. Cet homme pouvait la tuer, mais rester ici, c'était mourir à coup sûr. Elle baissa légèrement le couteau. Flint y vit un signe. Lentement, il sortit une gourde et la lui tendit. Le bruit de l'eau fut pour elle comme une prière. Elle la saisit, but avec avidité, sentant la vie revenir à travers sa gorge brûlante. « Tu peux bouger ?» demanda-t-il. Elle secoua la tête. Plus rien ne répondait à partir de la taille. « Alors je vais te porter. Si tu tentes de me frapper, on tombera tous les deux. Compris ?» Elle le fixa longuement, puis hocha la tête. Le couteau tomba sur le sable, un geste minuscule, mais immense. Flint la souleva avec précaution, étonné par sa légèreté. Il la plaça sur son cheval et monta derrière elle. Sam se raidit en sentant ses bras se refermer pour tenir les rênes, mais il garda une distance respectueuse. « Mon ranch est à 2 heures vers l'ouest, » dit-il en pressant doucement la monture. « Tiens bon. » Le voyage se déroula en silence. Sam observait le désert, les pierres, les cactus, les terres qu'elle connaissait autrefois. Elle se demandait ce que cet homme voulait vraiment. Personne n'aide gratuitement. Peut-être voulait-il la garder en vie pour mieux la faire souffrir. Mais peu à peu, elle remarqua autre chose. La manière douce dont il guidait le cheval, les pauses régulières pour lui donner de l'eau et ce sifflement mélancolique qui s'échappait parfois de ses lèvres. Enfin, une maison apparut à l'horizon, une bâtisse de bois simple, un puits, un corral, un petit abri. Modeste, mais accueillant au milieu de l'immensité aride. « Voilà mon foyer », dit-il en descendant de cheval. Il la porta à l'intérieur, une pièce propre, un lit, une table, une vieille cuisinière. Il la déposa doucement sur le lit. « Tu dois avoir faim », dit-il en préparant un peu de viande séchée, du pain et des fruits. Sam mangea lentement, sans quitter l'homme des yeux. Flint, assis près de la fenêtre, fumait en silence. « Tu te demandes pourquoi j'ai fait ça, hein ?» murmura-t-il. « La vérité, c'est que je ne le sais pas moi-même. Peut-être parce que je sais ce que c'est que d'être seul. » Il se tourna vers elle. Son regard portait une douleur ancienne. « Je m'appelle Flint Dawson. Il y a 3 ans, ma femme et ma fille sont mortes de fièvre. Depuis, je vis ici, seul. Les gens du bourg me tolèrent parce que je sais tirer et élever des chevaux. Mais je n'ai plus de famille. » Il inspira lentement. « Quand je t'ai vu, j'ai reconnu ce regard. Celui de quelqu'un qui ne veut plus vivre, mais qui refuse pourtant de se rendre. » Sam comprenait peu ces mots, mais elle saisissait le ton, la vérité, la solitude. Ces choses-là n'ont pas besoin de traduction. « Je ne sais pas ce que demain nous réserve, » conclut Flint. « Peut-être que tout le village viendra me juger. Mais ce soir, tu ne seras pas seul dans le désert, et moi, je ne serai plus seul dans cette maison vide. » Il lui donna une couverture et prépara un lit de fortune au sol. Sam le regarda faire, méfiante mais apaisée. Pour la première fois depuis des jours, elle sentit une lueur d'espoir. Dehors, les coyotes hurlaient à la lune. Le désert, lui, gardait son silence. La femme que personne ne voulait. Sani observait Flint légèrement tandis qu'il préparait le petit déjeuner. « Bonjour », dit-il en lui tendant une tasse de café. Elle la prit avec précaution et goûta le liquide sombre, amer, mais chaud et réconfortant. Flint lui fit des œufs avec du bacon, plus de nourriture qu'elle n'en avait vu depuis des semaines. Ils mangèrent en silence et il remarqua qu'elle regardait tout avec attention. La façon dont il maniait les ustensiles, où il rangeait les choses, l'agencement de la maison. Ce n'était pas une curiosité passive, mais un repérage tactique et elle apprenait le terrain, comme le ferait tout bon guerrier. « Je dois aller en ville aujourd'hui, » dit enfin Flint, « pour acheter des provisions. Je peux te laisser ici avec de l'eau et à manger. » Il fit une pause, « Ou tu peux venir avec moi. Ce ne sera pas agréable, les gens vont parler. » Sani le regarda fixement et, à la surprise de Flint,
montra la porte avec détermination. Elle voulait y aller, elle ne resterait pas cachée par lâcheté. Flint acquiesça, respectueux. Très bien, mais je t'avertis, Red Springs n'est pas tendre avec les étrangers, surtout avec les Apaches. 1 heure plus tard, ils chevauchaient vers la ville. Flint avait improvisé un moyen d'attacher Sunny à la selle avec des cordes souples pour qu'elle ne tombe pas. Elle détestait dépendre de ces attaches, mais en comprenait la nécessité. Red Springs apparut à l'horizon, une collection de bâtiments poussiéreux le long de la rue principale, salons, épiceries, forges, banques, bureaux du shérif et bien sûr, le relais postal, cœur des commérages du village. Dès leur entrée, les têtes se tournèrent et les conversations s'arrêtèrent. Les hommes sur le porche du saloon cessèrent de jouer aux cartes et les femmes qui sortaient de l'épicerie restèrent bouche bée. Les murmures se propagèrent comme un feu sur de l'herbe sèche. Flint tint la tête haute et ignora les regards. Il arrêta son cheval devant l'épicerie, descendit et prit Sunny dans ses bras avec précaution. Wilson, le marchand rondelet, sortit les yeux écarquillés. Flint, que... Bonjour, Wilson. J'ai besoin de provisions, répondit Flint calmement en entrant. Farine, haricots, café, sucre, conserves, aussi des bandages, de l'alcool désinfectant et du savon. Wilson bégaya des objections, mais Flint continua et posa Sunny sur une chaise près du comptoir. Elle fixait Wilson de ses yeux sombres et insondables, et le marchand recula. « Je ne vais pas te servir si elle reste ici, » dit Wilson. La main de Flint fut rapide. Il saisit le marchand par le col et le rapprocha. Sa voix était basse et menaçante. « Ce n'est pas un objet, elle a un nom. Elle s'appelle Sunny et tu vas la traiter avec respect ou je trouverai une autre boutique où dépenser mon argent. »« D'accord, » balbutia Wilson, rassemblant les provisions de ses mains tremblantes. La nouvelle se répandit vite et quand Flint eut terminé, une petite foule s'était rassemblée dehors. Parmi elles se trouvait le shérif Tucker, homme âgé à la moustache grisonnante et à la plaque brillante. « Flint, il faut que je te parle, » dit Tucker d'une voix fatiguée. « Parle alors, » répondit Flint en chargeant les sacs sur son cheval. « Pas ici, dans mon bureau, en privé. » Flint regarda Sunny. Elle acquiesça presque imperceptiblement, elle pouvait rester quelques minutes. Dans le bureau, Tucker ferma la porte et soupira. « Flint, je te connais depuis des années. Tu es un homme bien, mais cela m'inquiète. »« Ce qu'il peut arriver ?» demanda Flint. « Ce n'est pas seulement ça, » répondit le shérif en se passant la main sur le visage. « Les gens ont peur, ils sont en colère, et McGraw cherche des excuses pour te chasser de tes terres. Cela lui donnera du matériel. » Clint McGraw, l'homme le plus riche du comté, propriétaire du plus grand ranch, convoitait depuis des mois la terre de Flint pour son accès au fleuve. Flint avait refusé de vendre. « Qu'il aille au diable, » répondit Flint d'un ton ferme. « Écoute, ramena Tucker, rends-la à son peuple ou laisse-la en territoire apache, mais ne l'amène pas ici, ça ne fera qu'attirer des ennuis. » Flint secoua la tête, il resta auprès de Sunny. Tucker le prévint d'être prudent et de garder son arme à portée. En sortant, Flint trouva un groupe d'hommes entourant Sunny sur le porche. Parmi eux Dutch, un ancien compagnon, et des cow-boys du ranch McGraw. Ils se moquèrent et provoquèrent. Sunny les regardait sans peur mais serrait les poings de frustration sur ses genoux. Flint ordonna qu'on s'écarte, la main près de son revolver. Un des hommes, ivre, tendit la main vers les cheveux de Sunny. Erreur. Avant qu'il ne puisse la toucher, Sunny agit avec une rapidité surprenante, prit un couteau à la ceinture de l'homme et le pressa contre son poignet d'un geste fluide. L'homme fut figé. Bien que ses jambes ne fonctionnassent pas, ses bras étaient forts et elle savait précisément où couper pour neutraliser. « Au secours !» cria l'homme. Flint arriva en 2 enjambées. Plutôt que de la désarmer, il se posta à ses côtés, le revolver dégainé et pointé sur le reste du groupe. « Le prochain qui la touche, ce sera pour vous deux, » dit-il d'une voix glaciale. Le silence fut absolu. Même Dutch recula, connaissant ce regard dans les yeux de Flint, celui d'un homme qui n'avait plus rien à perdre. Finalement, les hommes se dispersèrent en murmurant des menaces. Flint attendit qu'ils partent puis rangea son arme. Sunny laissa tomber le couteau doucement. « Bon réflexe », dit Flint avec un léger sourire. Pour la première fois, Sunny lui rendit un semblant de sourire, petit mais réel. Sur le chemin du retour au ranch, Flint sut qu'il avait franchi un point de non-retour. Red Springs ne les accepterait jamais et McGraw s'en servirait contre eux. Les problèmes ne faisaient que commencer. Mais en voyant Sunny assise fièrement devant lui, il sentit qu'il avait pris la bonne décision. Certaines batailles valent la peine d'être menées, quelles qu'en soient les conséquences.
Le désert les accueillit de nouveau avec son silence éternel, témoin muet d'une alliance improbable qui allait être mise à l'épreuve par le feu. Les semaines qui suivirent furent étranges et tendues. Flint et Sunny établirent une routine silencieuse. Ils partaient chaque matin avec le bétail et les chevaux, elle restait à la maison. Au début, elle observait depuis la fenêtre en se sentant inutile, mais peu à peu trouva des manières d'aider. Ses bras étaient puissants. Elle se déplaçait dans la maison en tirant sur le sol avec le haut du corps, commença à nettoyer, cuisiner et raccommoder les vêtements de Flint. Lui ne lui demandait rien, mais elle avait besoin de se sentir utile. Dans la culture apache, chacun contribue. Un soir, Flint rentra et trouva le dîner préparé. Un ragoût simple mais bien assaisonné avec des herbes qu'elle avait reconnues près du puits. Il goûta et hocha la tête, approuvant. « C'est bon, dit-il. » Sunny ressentit une chaleur au cœur, de la fierté. Flint lui enseigna l'anglais le soir, montrant des objets et donnant leur nom. Sunny apprenait vite et lui offrait en échange des mots en apache. Shidi, mon ami, Shiki, mon frère. Mais la paix resta fragile. Un jour, alors qu'il travaillait avec un poulain, Flint vit une nuée de poussière. 6 cavaliers d'abord, il reconnut aussitôt le chef, Clint McGraw, sur un étalon noir. McGraw était imposant, grand et large, moustache parfaite et regard froid. Il portait des vêtements chers et 2 revolvers. Il ne se contentait pas d'être riche, il était dangereux. McGraw et ses hommes se déployèrent en ligne, parmi eux Dutch, souriant avec malice. « Que me vaut la visite ?» dit Flint calmement. « Des affaires, répondit McGraw. Je viens te faire une dernière offre pour ta terre. »« Je t'ai dit qu'elle n'est pas à vendre, répondit Flint. » McGraw, tournant autour du corral comme un prédateur, suggéra que la présence de Sunny constituait un problème de sécurité publique. Les colons étaient nerveux et cela pourrait provoquer incendie nocturne. C'était une menace à peine voilée. Flint fit un pas, la main près du revolver. McGraw se vanta de son pouvoir. Il avait le shérif dans sa poche et pouvait rassembler des hommes armés. Flint n'était qu'un cow-boy solitaire avec une femme handicapée. « Je te donne 3 jours, dit finalement McGraw. 3 jours pour prendre la bonne décision. Pars avec ta compagne ou subis les conséquences et son offre pour la terre, antérieurement de 5 000, était désormais de 2 000. Le prix baisserait chaque jour. » McGraw et ses hommes s'éloignèrent dans un nuage de poussière. Flint resta immobile, poings serrés, tremblant de colère contenue. Cette nuit-là, il ne dormit pas. Assis près de la fenêtre avec son fusil, il veilla. Sunny l'observait depuis le lit, voyant la tension de ses épaules. Flint, dit-elle en anglais hésitant, c'était l'une des premières fois qu'elle prononçait son nom. « Je partirai. Je ne serai pas un problème. » Flint la regarda et secoua la tête fermement. « Non, tu restes. » Il chercha les mots en apache qu'elle lui avait appris, « Shidi, mon ami. » Quelque chose se brisa dans sa poitrine, quelque chose qui avait été durci depuis le jour où sa tribu l'avait abandonné. Cet homme blanc était prêt à tout perdre pour elle, non par pitié mais parce qu'il avait décidé qu'elle comptait. Les 2 jours suivants passèrent sous tension croissante. Flint renforça portes et fenêtres, enseigna à Sunny à charger et à tirer un fusil. Bien qu'elle ne puisse marcher, elle pouvait se défendre. Elle apprit vite, son adresse, héritée de la chasse, ressurgit. Le 3e jour vint avec un silence menaçant. Flint se prépara. Munitions, vérification des armes, ligne de tir dégagée pour chaque fenêtre. Au crépuscule, Sunny préparait le dîner quand Flint jura dehors. À l'horizon, une colonne de cavaliers approchait, cette fois au moins 15. McGraw avait amené une petite armée. Flint verrouilla la porte, palme et déterminé, il dit « Ça va mal tourner » et tendit un fusil à Sunny. « Reste loin des fenêtres jusqu'à ce que ce soit nécessaire. Si ça dégénère, voici un revolver. » Elle acquiesça. Les cavaliers encerclèrent la maison. McGraw était en tête, une torche à la main, la lueur du feu transformant ses traits. « Dawson !» cria-t-il. « Dernière chance. Sors les mains en l'air et rends la terre. Je te laisse partir vivant avec ta compagne si tu t'en vas maintenant. » Flint entr'ouvrit une fenêtre, fusil en main. « Non. Cette terre est à moi et je reste. »« Alors tu mourras dedans, » répondit McGraw avec cruauté. « Mettez le feu et tirez sur quiconque sortira, » ordonna-t-il. 2 hommes descendirent des chevaux avec des torchets en direction de l'écurie. Flint n'eut pas le choix. Il visa et tira. Le premier tomba en hurlant, le second laissa tomber sa torche et s'enfuit. Il tire, ripostez, hurla McGraw. L'enfer éclata, les hommes de McGraw ouvrirent le feu sur la maison, les balles traversaient le bois. Flint se déplaçait de fenêtre en fenêtre, rendant les tirs avec précision. Chaque balle comptait, la munition ne devait pas être gaspillée.
Depuis le sol, Sani se traîna vers la fenêtre et elle vit 3 hommes tenter d'approcher par cet angle mort, posa le fusil sur le rebord, prit une profonde inspiration comme Flint le lui avait appris et appuya sur la détente. Le recul la secoua, mais son tir était juste. Un homme tomba, les 2 autres reculèrent, surpris, ils n'attendaient pas de résistance de ce côté. La femme tire, cria l'un d'eux. On verra, répondit un autre d'une voix tremblante. Sani rechargua et tira encore et encore. Ses bras, renforcés par des années d'efforts et de chasse, firent du fusil un outil aussi efficace qu'un arc. Elle était apache et prête à se battre pour sa vie. Née pour la guerre. Flint entendit le bruit des tirs et sentit une montée de fierté. Elle n'était pas une victime. Elle était une combattante. À eux deux, ils tenaient tête à une quinzaine d'hommes, mais ils savaient qu'ils ne pourraient pas résister éternellement. Les munitions finiraient par manquer, et il suffisait qu'un seul adversaire approche avec une torche pour tout faire basculer. Puis, au milieu du chaos, un son inattendu retentit. Des coups de feu, mais venus d'une autre direction. Flint risqua un regard par la fenêtre, et son cœur bondit. Le shérif Tucker venait d'arriver, accompagné d'une 12aine d'hommes du village. Ils n'étaient pas tous des amis de Flint, mais c'étaient des gens honnêtes, fatigués de voir McGraw agir comme s'il était au-dessus des lois. « Cessez le feu !» cria Tucker. « McGraw, tout est terminé. Vous êtes cerné. » McGraw regarda autour de lui, évaluant la situation. Il avait perdu l'avantage de la surprise et se retrouvait désormais en infériorité numérique. Son visage se crispa de colère, mais il savait reconnaître quand il devait battre en retraite. « Ce n'est pas fini, Dawson !» hurla-t-il en remontant à cheval. « Pas encore. » Ses hommes le suivirent, laissant derrière eux blessés et morts. Le silence qui suivit sembla assourdissant après la fureur des armes. Flint sortit prudemment de la maison, le fusil toujours en main. Tucker descendit de cheval et s'approcha. « Tu es arrivé au bon moment, » dit Flint. Le shérif hocha la tête, épuisé. Tout le monde ici n'approuve pas les méthodes de McGraw. Quand on a su qu'il se dirigeait vers ton ranch, on a décidé qu'il était temps de dire stop. Son regard se porta vers la fenêtre, où Sin observait toujours. « Cette femme sait se défendre, dit-il. J'en ai vu tomber 2 de son côté. »« Oui, » répondit Flint. « Elle est forte. » Tucker caressa sa barbe. « McGraw reviendra, tu le sais. Et la prochaine fois, il sera plus prudent. »« Peut-être, » répondit Flint, « mais cette fois, il y a des témoins. Il a attaqué ma propriété sans raison. Ça me donne de quoi me défendre. » Le shérif appela ses hommes. « Allons-y, laissons ces gens se reposer. » Avant de partir, il remit à Flint un petit paquet enveloppé dans du tissu. « Ma femme t'envoie ça, » dit-il. « Des bandages et des remèdes. Elle a dit que si tu restes avec cette femme apache, il vaut mieux que tu aies de quoi soigner les blessures. » Flint, touché, remercia. Lorsqu'ils furent seuls, il retourna dans la maison. Sin était encore là, le fusil entre les mains, tremblante, la tension retombant peu à peu. Flint s'agenouilla près d'elle. « Tu t'es bien battu, » murmura-t-il. « Très bien. » Sin posa enfin le fusil et, à la surprise de Flint, se laissa aller contre son épaule. Elle ne pleurait pas, mais son corps tremblait encore. Elle avait tué pour protéger cet endroit, ce refuge qu'elle avait trouvé. Flint l'enlaça doucement, la laissant retrouver son calme. La nuit du désert était froide et silencieuse, comme si rien ne s'était passé. Mais tous deux savaient que la guerre ne faisait que commencer. Les jours qui suivirent furent étranges. Red Springs était désormais divisé. D'un côté, les partisans de McGraw, liés à lui par l'argent et la peur. De l'autre, ceux qui en avaient assez de ses abus. La femme du shérif, Martha Tucker, lança une campagne discrète. Elle allait de maison en maison, parlant aux autres femmes du village. Cet homme a défendu son foyer, et cette femme apache s'est battue à ses côtés. N'est-ce pas ce que nous ferions toutes pour protéger ce que nous aimons? Peu à peu, le doute s'installa dans les esprits. Pendant ce temps, la vie reprenait son cours au ranch. Flint réparait les murs criblés d'impacts. Sin apprenait un peu plus d'anglais chaque jour, et lui, quelques mots d'apache. Leurs conversations devinrent plus profondes, plus intimes. Une nuit, autour du feu, Sin lui demanda doucement. « Pourquoi toi, sauvez-moi » Flint resta silencieux un long moment avant de répondre, le regard perdu dans les flammes. « Quand ma femme et ma fille sont mortes, je me suis éteint à l'intérieur.
Je vivais encore, mais sans raison. Et puis je t'ai vu, seul, abandonné. J'ai voulu te sauver. Peut-être parce que je n'avais pas su me sauver moi-même. Sin hocha lentement la tête. Toi sauver-toi, quand sauver-moi. Flint sourit tristement. Oui, peut-être bien. Maintenant moi pas charge. Moi guerrière. Toujours guerrière. Je le sais, répondit-il. Je l'ai vu ce jour-là. Et je le vois chaque jour. Une semaine plus tard, des rumeurs inquiétantes arrivèrent. McGraw recrutait des hommes armés, des mercenaires venus d'autres territoires. Le shérif prévint Flint. Prépare-toi. Il rassemble du monde. Et cette fois, il ne viendra pas pour discuter. Flint et Sin se préparèrent. Ils nettoyèrent leurs armes, creusèrent des tranchées, posèrent des pièges rudimentaires. Mais Sin avait un plan. Elle se souvenait des tactiques de son peuple, l'usage du terrain, du silence, de la ruse. Pas besoin d'être plus fort, dit-elle. Juste plus malin. Leur stratégie était simple et brillante. Quand les hommes de McGraw arrivèrent à l'aube, ils trouvèrent le ranch vide et silencieux. Ratigan, le chef des mercenaires, sentit le piège trop tard. Un vacarme soudain éclata. Une corde déclencha une pluie de boîtes métalliques, puis les tirs de Flint et de Sin commencèrent. Les assaillants paniquèrent, se dispersant sous un feu croisé invisible. Les pièges, les feux de diversion, les signaux de fumée, tout semait la confusion. Les mercenaires crurent affronter une armée entière. En réalité, ils n'étaient que deux. Lorsque le dernier coup de feu se tut, Flint sortit de sa cachette. Sin, haletante mais indemne, le rejoignit. Ils avaient gagné. Contre toute attente, ils avaient tenu. La nouvelle fit le tour du territoire. On parla d'une embuscade apache avec des dizaines de guerriers. Personne ne sut qu'ils n'étaient que deux. McGraw, furieux, avait perdu des hommes, de l'argent et surtout, sa réputation. Sous la pression du shérif Tucker et des habitants, des accusations furent portées contre lui. Il échappa à la prison, mais sa crédibilité s'effondra. Une semaine plus tard, il vint au ranch, seul. « Je ne suis pas venu me battre, dit-il. J'ai compris que cette terre ne vaut pas autant de problèmes. Mais souviens-toi, Dawson, ce territoire change. Un homme vivant avec une femme apache aura du mal à être accepté. Réfléchis-y. » Flint ne répondit pas. Il savait que, pour une fois, McGraw disait vrai. Les mois passèrent. Martha Tucker rendait souvent visite au ranch, apportant de la nourriture et des remèdes. Elle apprit à Sin davantage d'anglais, et en échange, Sin lui enseigna les plantes médicinales de son peuple. D'autres femmes du village commencèrent à venir, curieuses, puis respectueuses. Tous ne les acceptaient pas encore, mais ils n'étaient plus seuls. Ils avaient trouvé des alliés. Un soir de printemps, presque un an après leur rencontre, Flint et Sin étaient assis sur le porche, regardant le soleil disparaître derrière les collines. Avant, moi pas maison, pas famille, dit-elle avec un sourire. Maintenant, moi avoir tout. Flint sentit sa gorge se serrer. Moi aussi, répondit-il doucement. Moi aussi. Le ciel s'embrasait de rouge et d'or. Deux âmes brisées avaient trouvé dans le désert impitoyable ce qu'elles croyaient perdu. La paix, le sens, et peut-être même l'amour. Personne n'avait voulu de cette femme apache jusqu'au jour où un cow-boy solitaire déclara simplement « Elle est avec moi ». Et dans ces 4 mots, ils avaient tous deux trouvé la rédemption. Le désert les avait mis à l'épreuve, mais ensemble, ils avaient survécu. Et dans l'Ouest sauvage, c'était tout ce qui comptait. Uma forma muito comum que o ser humano tem de dissipar energia é por calor. Então alguém falou suor, talvez não necessariamente o suor, mas o calor em si. Tipo, dissipar energia em forma de calor é muito comum. Se essa energia caótica é o que a gente tá tentando dissipar, pode ser que dissipe em formato de calor. E aí a gente vai posicionar esses drenos. Ao redor do núcleo ali eu vou colocar tubos e eu acho que no chão eu vou colocar drenos. Pro que escorrer ir pelo dreno e pro que der pra sugar de vapor, a gente suga pelos tubos. Dá pra separar isso em câmaras, talvez, pra ninguém ir junto? Mano, eu acho que vale fazer o equipamento e fazer, tipo,
um lance de uma pessoa por vez e tal. Tipo assim, narrativamente seria uma pessoa por vez, mas eu acho que não tem problema a gente só... A galera que quer passar logo, passa logo. Mas narrativamente vai ser criado pra uma pessoa por vez. Mas eu acho que num momento de roleplay não tem por que todo mundo ficar esperando, tá ligado? Dá pra passar várias pessoas e foda-se. E assim, tem uma última questão que seria fazer um modulador de reindividualização, que seria pra gente evitar que o padrão de rubrânia da pessoa fique idêntico ao do Rubi, porque a gente não quer deixar idêntico, a gente só quer que